Très bien, bonjour à tous. Alors, nous allons commencer par la thématique des biosourcés. Alors, donc, pour cette première partie veille matériaux biosourcés, je vous rappelle donc rapidement le contexte. À l'heure actuelle, la plupart des secteurs industriels se tournent vers les biosourcés. C'est vraiment un enjeu actuel très, très fort. Et donc, l'objectif de cette veille, c'est de vous apporter quelques éléments d'information sur la thématique pour que vous puissiez plus facilement appréhender les enjeux qui sont liés à l'utilisation de ces matériaux et ressentir le marché futur pour vous y adapter. Je vais présenter cette veille en 2 étapes. Donc tout d'abord, il y aura une partie définition, contexte et enjeux, une partie assez générale. Et ensuite, je vous présenterai des exemples de matériaux biosourcés innovants et inspirants. Donc comme l'a dit Daniel, n'hésitez pas à me poser des questions lorsque vous en aurez. Je passerai assez rapidement sur les exemples de matériaux biosourcés pour que vous puissiez ensuite, aller revoir, le fichier PDF qui vous sera communiqué. Je ne rentrerai pas forcément dans les détails de chaque matériau, mais l'idée est de vous donner vraiment un panorama, un panel de ce qui se fait à l'heure actuelle en termes d'innovation biosourcée. Alors, commençons par quelques définitions. Les biosourcés sont, des matières qui sont obtenues entièrement ou partiellement, donc là est la nuance, à partir de matières premières renouvelables qui sont issues de la biomasse. Et ces matériaux sont parfois appelés écomatériaux, mais dans le domaine du bâtiment, pas dans le domaine de l'ameublement qui nous intéresse aujourd'hui. Les biosourcés sont à distinguer donc des matériaux biodégradables. Systèmes biologiques, donc c'est des matériaux par exemple qui vont être biocompatibles avec le corps humain. Alors tout d'abord, l'intérêt de ces matériaux biosourcés. C'est des matières qui se positionnent aujourd'hui comme des matières de substitution, par rapport aux matières premières fossiles qui sont utilisées majoritairement par notre industrie et c'est des matériaux qui, du coup, peuvent contribuer à réduire notre dépendance vis-à-vis de ces ressources fossiles qui deviennent de plus en plus rares. Ces matériaux ont des provenances très diverses. On va retrouver des oléoprotéagineux, donc type, matériaux à base de colza, voilà, des choses comme ça. On va retrouver aussi des matériaux qui sont formulés à partir de plantes qui contiennent de l'amidon, comme, du maïs ou du blé. Des ressources aussi sucrières, comme la betterave. Nous retrouvons également, dans les matériaux biosourcés, des matières qui sont constituées à partir de plantes, qui contiennent des fibres, donc comme le lin ou le chanvre, qui sont des ressources locales que l'on trouve en France. Les ressources sylvicoles, évidemment, donc le bois, les ressources animales, les ressources herbacées, donc toutes les herbes et les différents coproduits agricoles et algues, voilà, et cetera. Donc vous voyez, les provenances de ces matériaux sont vraiment très, très diverses, ce qui offre un champ des possibles, assez vaste. Pour introduire cette thématique, j'ai voulu mettre en opposition les 2 principales, enfin les 2 modes en fait de transformation que l'on a à l'heure actuelle dans l'industrie. Donc les 2 types de technologies de transformation qui s'opposent, pour transformer de la biomasse en matériaux, pour obtenir des molécules chimiques exploitables. Donc d'un côté, nous avons à l'heure actuelle les procédés physico-chimiques et thermiques dits classiques, donc type fractionnement, pyrolyse et cetera. Donc c'est les procédés industriels, traditionnels qui sont souvent assez énergivores. Et d'un autre côté, nous avons tous les nouveaux procédés dits de biotechnologie industrielle qui se développent, comme les procédés, biocatalytiques, les procédés qui se basent sur la fermentation de micro-organismes, des choses comme ça. Et ce sont des nouveaux procédés qui sont souvent dits de chimie douce ou de chimie verte parce que le déroulement en fait de la transformation chimique va se faire dans des conditions beaucoup plus proches de la nature, donc dans des conditions de température, notamment de pression et de pH qui sont réactifs et qui sont moins impactantes d'un point de vue environnemental. Souvent, les matériaux biosourcés vont être corrélés
à ces nouvelles biotechnologies industrielles puisque voilà, on va, extraire des éléments de la nature et on va essayer de les transformer de la manière la moins impactante possible pour obtenir un matériau qui, au final, aura des propriétés environnementales. Ces matériaux biosourcés, on les retrouve dans tous les domaines, d'activité actuels. Donc c'est vraiment très, très varié, aussi bien dans le bâtiment, l'automobile, le packaging, le domaine du sport et des loisirs, la cosmétique et aussi évidemment l'ameublement. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que d'ameublement. C'est déjà un sujet qui est, vous allez le voir, très, très vaste. La thématique des biosourcés est vraiment une thématique, comme je vous le disais en introduction, d'actualité. Elle suscite l'intérêt. On peut le voir en regardant les tendances sur Google Trends. C'est un outil qui permet tout simplement en fait de voir le nombre de recherches associées à une terminologie, donc au terme biosourcé. Et on peut observer que la courbe de recherche augmente depuis 2000, si on voit depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, les recherches, sont en constante, croissance et les mots-clés associés à cette recherche sont souvent bâtiment, la belle qualité, isolation thermique et au niveau des matériaux associés, bois, matériaux composites, fibres et résines. Donc ça nous donne des indices sur les centres d'intérêt des Français qui donc recherchent des matières, biosourcées. Alors cette thématique, on en entend beaucoup parler à l'heure actuelle, mais c'est une thématique qui est pas si nouvelle que ça, puisque j'ai voulu vous faire un très rapide petit point d'histoire. La première voiture biosourcée qui est sortie, c'était, la Hemp Body Car, qui a été commercialisée par l'américain Henry Ford en 1941 et toute la carrosserie était réalisée en matériaux composites, en fait, donc en plastique, de chanvre et de soja, renforcés avec des fibres de sisal et de paille de blé. Donc, vraiment un composite assez performant pour l'époque et le moteur était alimenté avec de l'éthanol de chanvre. Donc c'était vraiment une voiture, très innovante pour l'époque, qui avait des propriétés, très intéressantes puisque le matériau composite formulé était plus léger, mais aussi plus résistant que la carrosserie, traditionnelle de cette même voiture. Donc vous voyez, ça fait déjà, quelques années que cette thématique, est est porteuse pour l'industrie. Au moment de la convention citoyenne sur le climat, que vous avez, j'imagine, tous dû suivre, les citoyens ont recommandé de manière explicite l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité, on l'a vu, depuis les années 40, les chercheurs se penchent dessus, mais plus que jamais, les matériaux biosourcés sont vraiment, des matériaux qui correspondent aux enjeux actuels, que l'on connaît. À ce sujet-là, je vous ai mis une petite étude IFOP sur l'opinion des Français vis-à-vis de ces matériaux, pour savoir comment ils se positionnent et on peut voir que 98 des Français ont une bonne image des produits biosourcés, ce qui est très positif. 80 cependant voudraient plus d'informations sur ces produits, donc il reste encore, beaucoup de pédagogie à faire dessus. 86 des Français estiment qu'il est légitime que les pouvoirs publics soutiennent leur développement, donc soutiennent la croissance de ces filières. Et vous voyez les autres statistiques à côté qui sont par exemple 79 des Français considèrent que le développement de la filière va permettre de redynamiser les territoires fragilisés, notamment ruraux. Donc au-delà des matériaux, il y a toute une manière de repenser l'industrie en circuit court, circuit, enfin voilà, travailler avec des ressources locales et c'est vraiment un changement de paradigme consommé. Donc pour plus de détails, je vous encourage à aller voir cette étude, qui a été publiée du coup le 2 mai 2018 par l'IFOP. Je vous parlais tout à l'heure de ressources locales, donc notamment le lin et le chanvre qui sont des ressources que l'on trouve abondamment en France et qui sont donc très intéressantes à utiliser pour justement favoriser ces fameux circuits courts. Donc l'exemple du chanvre, je vous ai mis ici la petite, une carte de l'Europe avec les productions de chanvre. Vous pouvez le voir en France, nous produisons, presque 18 000 hectares de chanvre, qui sont cultivés. Nous sommes le premier producteur européen de cette matière et le troisième mondial. Donc c'est vraiment un écomatériau qui est souvent utilisé plutôt dans le bâtiment, mais qui peut l'être aussi dans l'ameublement, qui va, mobiliser des filières locales et qui va favoriser une économie verte avec la création d'emplois, à l'échelle de notre territoire. Donc c'est des filières très intéressantes d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue, économique et social.
Au-delà de ces aspects très pragmatiques d'économie et de actuellement, beaucoup de designers recherchent justement des matières avec des aspects au niveau du cadre normatif qui encadre du coup, tous ces matériaux. Je vous ai mis en bas de la slide les normes européennes de référence si vous souhaitez les lire et si vous souhaitez aller voir dans le détail quelles sont les normes qui encadrent ces matières. Mais pour ressourcer et qui pourtant, sont en fait, des composites, donc ils mixent plusieurs origines avec souvent une origine d'estimer et d'estampiller un produit, on va se baser sur le pourcentage massique, donc c'est-à-dire, estimer en fait la masse de composants, à l'intérieur du produit qui sont biosourcés versus ceux qui ne le sont pas, pour caractériser un produit. Mais ça reste un petit peu flou, donc le cadre normatif est encore à faire évoluer sur ce sujet. Je vous ai mis ici les principaux labels que vous pouvez retrouver sur les produits, donc des labels publics puisqu'il n'existe pas véritablement de certification. Donc les labels, encore une fois, ça peut être donc ça reste assez flou. C'est difficile de positionner un label par rapport à un autre et certains matériaux vont avoir plusieurs labels, d'autres pas du tout, mais ça ne garantit pas forcément la qualité intrinsèque de la matière. Donc on va avoir, si pour plus de détails sur ce sujet, vous avez le rapport que je vous ai mis ici, le rapport de l'ADEME. En page 32, vous avez tous les détails sur ces fameux labels. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à l'heure actuelle, la part de produits biosourcés sur le marché est encore relativement faible, ce qui fait que le cadre normatif n'a pas encore, été suffisamment développé. Donc il reste beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Vous trouvez ici, les origines et les principaux débouchés des biosourcés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Pardon Excusez-moi. Léa, il y a une question Oui, de monsieur Bonnemère, donc comme pas de on souci. a dit que voilà, est-ce que l'assemblage complexe biosourcé plus fossile ne pose pas de problème de recyclabilité? Exemple, chanvre inclus dans une résine PE ou autre. Si, bien sûr, donc on pourra en reparler un petit peu après. Je vous présenterai des grandes familles de matériaux. De toute façon, à partir du moment où on est sur un composite, que ce soit un composite fossile ou biosourcé ou biosourcé fossile, ça reste compliqué en termes de recyclage. Après, donc oui, pour répondre à votre question, à partir du moment où on est sur un composite, même s'il intègre une part de biosourcé, le recyclage va être complexe. Autant partir sur des monomatériaux, quand c'est possible. Voilà. Merci de me prévenir pour les questions parce que je les vois pas en fait. Comme je vous projette mon écran, je vois pas les questions arriver. Et c'est pour ça que je me suis permis Donc d'intervenir et je le ferai aussi dès que j'en vois passer. très bien, merci beaucoup. Donc j'y reviendrai tout à l'heure sur ces questions de recyclabilité. Donc comme je vous le disais ici, je ne rentrerai pas dans les détails sur les origines et les principaux débouchés des biosourcés. Je vous laisserai aller voir le rapport de l'ADEME sur le sujet qui date un petit peu de 2014, mais qui est le dernier rapport paru sur le sujet et vous retrouvez vraiment beaucoup plus de détails, excusez-moi, sur, tous les produits à la fois simples et les produits formulés qui sont issus de la transformation d'éléments biosourcés. Pareil, au niveau des secteurs d'emploi des matières biosourcées en France,
Je vous ai mis encore une fois les liens vers toutes les documentations pour, vous faciliter l'accès à ces rapports, vous faciliter vos recherches. Je ne rentrerai pas tellement dans le détail non plus, si ce n'est en vous montrant ce schéma qui reprend en fait les différents secteurs d'emploi des matières biosourcées en France. On voit la répartition par catégorie d'usage et on voit nettement que les matériaux biosourcés sont souvent employés, en tant que matériaux de construction. C'est pour cela qu'au début, dans les trends Google, on voyait souvent le terme biosourcé associé au terme bâtiment. Les produits de nettoyage et sanitaire arrivent en deuxième position. Ensuite, c'est les véhicules et équipements, fournitures de bureaux, entretien des espaces verts, produits cosmétiques et emballages. Le domaine de l'ameublement n'apparaît pas dans les classements, car il est vraiment encore en marge. Donc c'est, heu, c'est un domaine, voilà, sur lequel on peut vraiment encore travailler. Et pour conclure sur ces aspects un petit peu, théoriques et sur ces notions un peu générales autour des biosourcés, je vous ai mis ici encore un lien vers, la source ADEME qui propose une projection sur les prochaines années, donc une projection 2030 de l'évolution des secteurs, donc secteur par secteur. On voit par exemple les composites dont on parlait à l'instant, et avec les problématiques de recyclage qui peuvent y être associées, qui sont décrits comme, des matériaux qui vont correspondre à un secteur dynamique, et qui vont avoir une croissance importante. Juste derrière, on a les résines et les plastiques, croissance forte également, projetée pour 2030, les peintures et les colles. Tout ce qui est détergent, lubrifiant, solvant, encre et tensioactifs, sont moins dynamiques. Par exemple, pour les tensioactifs, les projections de l'ADEME estiment que le marché est déjà mature et déjà stable. Nous, ce qui nous intéressera plus en ameublement, ce sera tout de même les composites, résine plastique, peinture, colle. Donc, c'est vraiment les 4 catégories qui sont citées comme étant des catégories à fort potentiel et à forte croissance. Alors, je vais, vous présenter des exemples de matériaux qui, j'espère, vous inspireront, qui sont classés par grande famille, donc les bioplastiques résines. Ensuite, on parlera d'un procédé enzymatique assez innovant. Je passerai à une sélection de matériaux, temps de vous montrer des familles de matériaux qui correspondent vraiment à vos secteurs d'activité, et qui peuvent vous permettre d'innover avec des biosourcés dans vos produits. Donc je me suis focalisée d'ailleurs sur des matériaux qui ont des matériaux qui sont industrialisés ou en cours d'industrialisation, mais qui ont des volumes de production potentiellement, industriels. Voilà, des matières, j'ai écarté, on va dire, toutes les matières qui sont encore un peu trop qui sont soit en phase de recherche et développement ou qui sont soit trop confidentielles ou trop «artisanales» entre guillemets et qui du coup, a priori, vous intéresseraient moins, à court terme du moins. Alors, je vous propose de commencer par les bioplastiques et résines. Tout d'abord, l'origine de ces biopolymères. Il faut savoir que ces biopolymères, donc ces polymères biosourcés, ont été développés dans un premier temps en réponse à la problématique de la fin de vie des déchets plastiques qui se posait dans les années 80. Donc on a surtout développé des solutions biodégradables et compostables, pour de l'emballage notamment. Et ensuite, dans un second temps, est venue, la problématique de la disparition progressive des ressources fossiles. Et ces biopolymères se positionnent comme étant des alternatives aux polymères traditionnels qui sont pétrosourcés, donc qui sont issus de ressources fossiles, qui se raréfient. Sur le sujet, encore une fois, je vous joins de la documentation supplémentaire si ça vous intéresse et notamment ici une analyse SWOT des biopolymères qui a été publiée par, Alice Plasturgie. Les biosourcés pour la plasturgie, donc il existe plusieurs catégories que je vous ai listées ici. Vous retrouverez des listes avec le détail associé à chaque matériau sur le site Agrobiobase, qui est un site spécialisé dans les matériaux agrosourcés, donc qui sont biosourcés et issus de l'agriculture. Agrosourcés, donc voilà, principalement issus de l'agriculture. Vous retrouverez du détail sur des polymères biosourcés, sur des intermédiaires chimiques, des additifs, des renforts et des compounds. Donc tout ce qu'il vous faut pour avoir des polymères et pour formuler des composites. La production mondiale de bioplastiques donc est reprise ici sur ce graphique. On y voit donc c'est un schéma de 2019.
On y voit la répartition en millions de tonnes de la production mondiale de bioplastique et donc aujourd'hui, on est à 2,1 millions de tonnes de capacité de production, bon en 2019, les données ont pas été remises à jour. Il faut savoir que ça peut paraître énorme, mais en réalité, ça représente que 0,75 du marché mondial des polymères. Donc c'est encore un marché qui est tout, tout, tout petit par rapport, au marché, mondial, mais qui est en forte croissance et donc c'est un marché très dynamique. Je vous parlais tout à l'heure donc des définitions des biosourcés, des biodégradables à ne pas confondre. Donc c'est des matériaux qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui sont ces 2 catégories peuvent être appelées bioplastiques, donc d'où la confusion. Qu'on a déjà un cadre normatif qui est un petit peu flou sur le sujet. Des matériaux biosourcés peuvent contenir des parts variables de composants biosourcés et en plus de ça, les matériaux dits bioplastiques peuvent être soit biosourcés, soit biodégradables. Donc en termes de vocabulaire, faut être très précis pour être sûr de bien se comprendre. Attention à la confusion. Vous avez sur ce schéma le croisement en fait entre les matières premières renouvelables et les matières premières pétrochimiques. Donc en haut, les biosourcés en vert, en bas, les matières pétrosourcées, donc les matières fossiles et donc en ordonnée et en abscisse, vous avez les matériaux non biodégradables versus les matériaux biodégradables. Et donc, vous avez 4 possibilités en fait de polymères. Des polymères qui vont être soit uniquement pétrosourcés, soit uniquement biosourcés, soit des matériaux qui vont être, voilà, enfin vous avez plusieurs possibilités, donc vous pouvez faire les combinatoires avec à chaque fois les types de plastique associés. Donc par exemple, on parle souvent de PLA pour tout ce qui est emballage. PLA qui est souvent produit à partir de maïs. Le PLA, donc c'est un polyacide lactique, il est à la fois biosourcés et biodégradables, comme on peut le voir, dans le tableau. Vous avez ici une analyse SWOT des biopolymères, donc force, faiblesse, opportunité, menace, des biopolymères biodégradables versus les biopolymères non biodégradables. Donc, sur les biodégradables, a priori, c'est des polymères qui vous concernent moins, puisque c'est souvent des matériaux qui sont à destination de l'emballage qui va être jetable. Voilà, on est sur de la consommation, rapide. Les polymères, donc les biopolymères non biodégradables sont a priori plus intéressants pour l'ameublement et donc on voit ici dans le tableau les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de ces matériaux. Une des menaces évoquées notamment, c'est la concurrence directe avec les cultures vivrières et l'impact que la culture de ces matériaux pourrait avoir sur la biodiversité, notamment, au niveau de la déforestation des forêts primaires. On y reviendra tout à l'heure et on verra que, a priori, c'est une menace qui pour l'instant est plutôt écartée. En termes Léa, d'opportunités, oui, j'ai une petite précision à apporter de la part de monsieur, Frédéric Ruch qui dit: «Les biopolymères représentent 1 du marché des plastiques depuis près de 10 ans, la progression des pétrosourcés ayant été très forte sur la période 2010-2020». Voilà, c'est juste, je sais pas une question, c'est apparemment une précision. d'accord, beh, merci beaucoup pour cette précision. En tout cas, on observe quand même une croissance sur le marché à l'heure actuelle des biosourcés, même si, cette distinction est vraiment importante à faire entre les biosourcés, biodégradables et les biosourcés non biodégradables puisque ça n'a donc absolument rien à voir et qu'on nomme les 2, comme je vous le disais, bioplastiques. Donc vous retrouverez plus de détails encore une fois sur ce tableau en allant voir la source qui est Polyvia. Donc on parlait de ce marché en pleine croissance. Donc les capacités de production augmentent puisque dès cette année, on devrait théoriquement passer donc c'était les projections, je ne sais pas si on les atteindra. On devrait arriver à 2,62 millions de tonnes par an de bioplastique produits dans le monde. Et notamment, donc les plastiques les plus produits seront les PLA dont je vous parlais, qui sont à ce jour les bioplastiques qu'on maîtrise le plus et qui sont les plus produits et les plus distribués, mais qui concernent uniquement les emballages. Voilà. Ou alors des composites spécifiques, mais enfin, c'est principalement des emballages et ça concerne assez peu l'ameublement. Alors aujourd'hui, les leaders sur le marché des bioplastiques sont, BASF, Novamont, Braskem et en France, Naturplast, VG-Plast et Plastivaloir. Donc vous avez, voilà les différentes marques, ici, auxquelles vous pouvez vous référer si vous souhaitez en savoir plus.
Et si personne n'a de questions par rapport à cette première phase introductive, je vous propose de passer à des exemples de matériaux, de bioplastique, notamment le Rilsan, PA11 produit par Arkema, qui est vraiment un des premiers bioplastiques techniques qui a été produit. Donc c'est un bioplastique haute performance qui est 100 renouvelable il est produit à partir d'huile de ricin et il possède des très, très bonnes propriétés mécaniques et chimiques. Donc c'est ce fameux plastique qu'on retrouve sur les chaises que je vous ai mis, les chaises de café que je vous ai mis, sur l'image à gauche et c'est également un bioplastique technique qu'on peut retrouver sous forme de poudre fine pour revêtement métallique, pour tous les mobiliers d'extérieur. Donc on les retrouve en fait, dans les peintures, qui sont appliquées sur les bancs publics notamment. Donc ça, c'est vraiment un des premiers bioplastiques techniques à destination de l'ameublement. Dans les innovations, on va avoir aujourd'hui une nouvelle technologie qui a été développée par la société Nest, excusez-moi, qui a développé le procédé de raffinage qui s'appelle Next BTL, donc biomasse to liquide, pour produire des biopolymères à partir de différentes matières premières renouvelables, donc notamment des déchets qui sont combinés à des huiles de colza, des huiles autres de palme, etc., et des graisses animales. Et à partir de ces déchets, ils arrivent en fait à extraire les composants chimiques nécessaires pour, recréer des matériaux qui vont avoir des applications diverses, donc pour créer par exemple des biocarburants, des solvants ou alors des peintures directement ou des résines, donc qui peuvent nous intéresser dans le domaine de l'ameublement. C'est la première production en parallèle, donc dans le monde, de polypropylène biosourcé et de polyéthylène basse densité biosourcé à une échelle commerciale, produite du coup à partir de déchets. Donc c'est vraiment une innovation à échelle mondiale, qu'il faut, je pense, suivre de très près. On va avoir également dans les bioplastiques innovants à échelle industrielle, le polyéthylène I'm Green de Braskem, qui est un polyéthylène qui est produit à partir d'éthanol de sucre de canne. Donc c'est un biopolymère thermoplastique qu'on va du coup pouvoir, s'il est monomatière, recycler en fin de vie. Donc c'est assez intéressant. Il est biosourcé et recyclable. Il présente les mêmes propriétés, et la même, polyvalence d'application que les polyéthylènes traditionnels qui sont pétrosourcés. On peut l'utiliser pour du mobilier extérieur, par exemple, de la même manière et ce matériau a un traitement qui est tout à fait comparable à celui d'un polyéthylène classique. Donc là, vous avez un exemple sur la photo de ce matériau qui a été utilisé par Lego pour faire des jouets, pour sa gamme biosourcée qui s'appelle Botanique en remplacement de l'ABS. Alors, parmi les sociétés françaises qui innovent dans le domaine, nous avons VGplast. Je vous ai mis ici la gamme VGplast qui est assez intéressante à aller voir et notamment le VGmat Flex pardon, qui propose des applications, nécessitant de la flexibilité et une résistance au choc élevée, en substitution des polypropylènes, voilà, qui peuvent tout à fait être intéressants pour faire du mobilier, du siège notamment. Donc c'est une entreprise qui produit des bioplastiques à 100 biodégradables et compostables. Donc la différence entre les 2, c'est que les matières biodégradables, hem, n'ont pas les mêmes, en fait, les matières biodégradables et compostables ne se dégradent pas de la même manière en fonction des caractéristiques. Donc la plupart du temps, par exemple, le matériau compostable sera compostable dans des composteurs industriels, dans des conditions de température, de pression et d'humidité bien maîtrisées. Et si le matériau est compostable de manière naturelle dans le jardin, c'est souvent stipulé et c'est souvent uniquement pour des matériaux d'emballage. Mais pour tout ce qui est ameublement, les matériaux dits compostables seront uniquement des composteurs industriels. Donc les filières associées doivent aussi se structurer pour être capables de récupérer, de trier et d'envoyer au compost, mais industriel, ces matériaux-là. Un autre exemple donc une autre société française qui innove, c'est Polybium, puisqu'elle exploite à l'heure actuelle 5 brevets pour une gamme de produits qui sont tous à 100 biosourcés et 100 biodégradables et c'est une société qui travaille
production PVC par exemple, thermoformable et moulable pour faire du mobilier. La société type bâche industrielle. Et l'objectif de production, c'est d'arriver à court terme à 300 tonnes de matière par an pour cette petite société française. Alors je vous parlais tout à l'heure au moment de l'analyse SWOT des différents bioplastiques, je vous disais qu'une des menaces, qui est évoquée par rapport à l'usage de bioplastiques, l'European Bioplastic, ce serait finalement assez négligeable, puisqu'on voit bien dans ce rapport que même en multipliant par 100 la production de bioplastique dans les prochaines années, la concurrence avec les terres agricoles serait serait en fait négligeable. Donc vous aurez accès à toutes ces données, voilà, je rentre pas dans le détail, mais pour ceux qui veulent creuser, vous avez bien évidemment tous les liens derrière pour pouvoir accéder aux ressources que je cite. Alors, même si a priori, la culture de matériaux qui sont destinés à produire des bioplastiques n'est pas problématique par rapport à la concurrence alimentaire, on a tout de même des sociétés qui choisissent d'innover en utilisant des déchets, ce qui reste quand même, a priori, une meilleure idée. Donc, si possible, autant utiliser des ressources agricoles et des coproduits, en particulier pour produire des bioplastiques. C'est ce que fait la société AlgX, qui a toute une gamme de bioplastiques qui sont produits à partir d'algues. Alors, c'est des algues qui sont valorisées, donc via un brevet qui a été déposé par la société. Et c'est des algues bien particulières, puisqu'en fait, la société récupère des algues d'échouage pour les transformer en plastique biodégradable ou recyclable. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à la fin de cette année à produire plus de 20 000 tonnes par an. Et c'est encore une société qui se structure et qui est en pleine croissance. Alors, je vous ai mis ici toute la technologie en fait qui permet de transformer une algue en ressource d'avenir, donc en bioplastique. Encore une fois, sans rentrer dans le détail, cette technologie se divise en 3 étapes principales: l'enrichissement, l'extraction et la transformation. L'enrichissement, c'est la partie culture, en fait, où on va ramasser les algues et on va les enrichir en amidon pour qu'elles soient, pour qu'elles puissent, pour qu'on puisse extraire plus d'enzymes, en fait, et d'amidon, pour fabriquer plus de bioplastique à partir de ça. Donc ensuite, on a la phase d'extraction. Donc on va craquer le matériau pour extraire l'amidon. Donc c'est l'élément qui nous permettra de fabriquer le bioplastique et on passe à la phase de transformation où on obtient une résine qui va être processable et qu'on va pouvoir transformer comme une résine pétrosourcée par extrusion, calendrage, injection ou thermoformage, ou autre. Donc ces résines sont assez intéressantes parce que les premières mesures qui ont été faites montrent une amélioration de 15 des propriétés mécaniques par rapport au bioplastique qui était produit jusqu'alors avec d'autres ressources. Donc a priori, les algues sont vraiment intéressantes sur plusieurs aspects, à la fois parce que c'est des algues d'échouage qui sont donc des déchets et à la fois parce que les propriétés finales du matériau sont vraiment performantes. Donc on est sur le recyclage d'un polluant en produit à forte valeur ajoutée et en termes d'empreinte au sol, on a 14 fois plus d'amidon produit par hectare par rapport au maïs. En sachant qu'on n'a pas les problèmes associés à la culture du maïs qui sont également l'épuisement des sols et une énorme consommation d'eau. Donc encore une fois, pour les curieux qui voudraient en savoir plus, je vous ai mis le témoignage de Philippe Lavoisier, voilà, en suivant ce lien, qui vous explique tout le processus de craquage enzymatique qui permet d'obtenir des bioplastiques à partir des algues d'échouage. Vous avez ici la fameuse gamme composée de 4 produits dont je vous parlais, la gamme durable, la gamme normale, compostable et biodégradable, en sachant que chaque produit, du coup, va correspondre à des usages bien particuliers. Et vous le voyez, chaque matériau va être associé à des procédés industriels de transformation spécifiques. Donc la gamme traditionnelle, par exemple, est compatible uniquement avec l'injection et le thermoformage, alors que la gamme compostable pourra être également soufflée. C'est le cas de la gamme biodégradable, aussi. Sur ce marché des bioplastiques français à base d'algues, on a également 2 autres entreprises que je me devais de citer, qui sont Algopac et Naturplast, qui travaillent également à base d'algues.
Alors, petit zoom sur une résine végétale qui a été développée donc récemment et co-développée d'ailleurs par FCBA, qui est industrialisée à l'heure actuelle, hein, et qui est vraiment un matériau à fort, fort potentiel pour l'avenir. Puisque jusqu'à maintenant, les solutions adhésives biosourcées, se heurtaient à plusieurs limites. On avait des problèmes en termes de performance. On était clairement à des performances qui étaient bien en dessous des adhésifs pétrosourcés. Des soucis aussi au niveau de la résistance à l'humidité et également un problème de disponibilité limitée des matières premières. Donc c'est-à-dire que les chercheurs réussissaient à développer un nouvel adhésif à partir d'une ressource qui n'était pas disponible en quantité industrielle. Donc derrière, la filière ne pouvait pas se monter. Cette résine qui s'appelle Green Ultimate est la première véritable solution adhésive au monde qui a des performances, comparables aux résines pétrosourcées, qui est saine et qui est disponible à grande échelle pour l'industrie du bois. Cet adhésif a été formulé à partir de coproduits de l'industrie du colza et du tournesol. Donc c'est à partir de tourteaux, en fait, oléoprotagineux, heu, qui sont produits, donc pour produire, en fait, de l'huile de colza et de tournesol. On va le cultiver évidemment et on va avoir des coproduits, donc des déchets qui s'appellent des tourteaux et c'est à partir de ces tourteaux qu'on peut, produire cette fameuse résine végétale Green Ultimate. Donc c'est une solution adhésive qui ne contient pas de la dans la formulation de panneaux base bois, notamment de MDF, du coup 100 biosourcés. Alors ces bioplastiques, comme on a pu le voir ensemble, ils proviennent de sources très, très diverses. Ils ont des propriétés, des caractéristiques assez variées en fonction de la provenance de la matière de base et en fonction de l'usage qu'on souhaite en faire. Mais pour faciliter les choses, je vous ai rassemblé donc les 2 principales catégories, qui se présentent à nous en fin de vie de ces matières et donc on a 2 choix possibles. Une première catégorie, ces bioplastiques ont une structure similaire aux polymères existants. Donc là, tout confondu, hein, biopolymères à la fois biosourcés, hem, biodégradables ou pas, voilà. Donc si on a une structure qui est similaire aux polymères qu'on avait déjà sur le marché, type PET ou PE, on va pouvoir recycler notre biopolymère de la même manière que le polymère biosourcé, que le polymère pétrosourcé, pardon. Donc c'est l'intérêt, c'est que les filières sont déjà existantes et que cette matière biosourcée ne va pas venir perturber la chaîne de recyclage. Deuxième possibilité, le biomatériau qui a été formulé a une structure chimique qui est complètement nouvelle, qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaissait jusqu'alors et donc à ce moment-là, il va falloir le recycler d'une autre manière, donc envisager vraiment des nouvelles voies de valorisation en fin de vie, notamment par le compostage, donc industriel ou la méthanisation. Donc ça, c'est des filières qui doivent se structurer. Je vous parlais donc de recyclage. Je souhaitais vous montrer ce procédé enzymatique qui a été développé par la société Carbios. C'est un procédé de biorecyclage qui permet de recycler, certains plastiques, donc à l'heure actuelle plutôt du PET, grâce à des enzymes. Donc c'est complètement naturel. Le procédé en lui-même est biosourcé, puisqu'il permet, grâce à des enzymes qui vont en fait dépolymériser le polymère de base, on va pouvoir recycler donc ce fameux PET qui est contenu dans sans perdre de propriétés, donc ça, c'est vraiment très intéressant et
polymériser une boucle, on le dépolymérise, voire transformer en PET grâce à un procédé, totalement, poussé et totalement naturel. Donc on peut avoir un recyclage très fini, les matériaux sont bien collectés comme il faut et véritablement la logique que l'on voit chez l'industriel en qui font preuve et qui tout sur un cette boucle fermée pour ne pas avoir matière. Donc on obtient ainsi suite à la dépolymérisation et la purification des nouveaux monomères qui ont les mêmes propriétés que des monomères, issus de ressources vierges. Évidemment, la société travaille sur, l'étude de d'autres enzymes qui peuvent, potentiellement permettre de recycler d'autres polymères, type polyamide, polyoléfine, polypropylène, ou même des élastomères. Donc c'est encore un nouveau challenge pour la société. Je passe maintenant à la catégorie des panneaux. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de matériaux, qui sont voilà, mis en avant dans ce dossier. Donc je passe assez rapidement, je vous présente pas tous les matériaux dans le détail, mais vous avez, toutes les informations nécessaires dans le document. Donc au niveau des panneaux, à savoir que chaque année, l'Europe produit 45 millions de mètres cubes de panneaux de bois composite par an. Donc c'est énorme. Dans le domaine de l'ameublement, c'est un enjeu primordial, puisque les panneaux ont aujourd'hui complètement, remplacé le bois massif dans le mobilier. Pour créer ces panneaux, on utilise à l'heure actuelle des chutes de bois, bien entendu, mais surtout 3 millions de tonnes de résine pétrosourcée qui contiennent du formaldéhyde. Donc ce fameux composant, chimique, qui est assez décrié et qui peut être à la fois irritant et potentiellement cancérigène, voilà, donc qui a des effets très néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement. Donc le formaldéhyde, est utilisé comme fixateur et comme liant et on peut le retrouver vraiment en grosse proportion dans les panneaux. Je vous parlais tout à l'heure de la résine qui a été développée et co-développée justement par FCBA à partir de coproduits de l'industrie du tournesol et du colza. Vous la retrouvez, cette fameuse résine, juste ici, dans le panneau MDF Green, qui a été, produit par Evertree et qui est commercialisé chez Panos Corrèze. Donc c'est le MDF qui s'appelle Next et qui est collé avec cette fameuse résine végétale qui permet du coup d'obtenir un panneau MDF 100 biosourcé et c'est le premier panneau MDF 100 biosourcé au monde qui présente les mêmes propriétés que les panneaux MDF traditionnels en termes de résistance mécanique, et en termes de même d'état de surface et cetera. Donc visuellement, aucune différence entre un panneau Next 100 biosourcé et un panneau MDF traditionnel, mais en termes de composition, par contre, on est voilà, la différence est là, puisque c'est pas supérieur à la norme européenne et qui est en fait tellement faible qu'il est équivalent au taux de formaldéhyde que l'on peut retrouver dans du bois massif. Donc c'est vraiment une innovation à l'échelle mondiale, une innovation française. Alors, toujours dans la catégorie des panneaux, j'ai également ce contreplaqué qui s'appelle Riga Eco, qui est constitué d'une nouvelle colle verte à base de lignine. Donc la lignine, c'est un coproduit de l'industrie du bois qui peut être utilisé en remplacement du phénol traditionnel, qui est lui d'origine fossile. Donc c'est un sous-produit qui va être donc valorisé et qui va apporter des propriétés très intéressantes au contreplaqué. Les premiers résultats des essais de production à l'échelle industrielle montrent que les propriétés techniques des contreplaqués Riga, qui sont produits par cette société, restent inchangées, par rapport aux contreplaqués traditionnels. Donc on arrive à l'heure actuelle, que ce soit avec les panneaux Next ou ces fameux contreplaqués Riga, à avoir des propriétés, mécaniques qui sont similaires, voire même supérieures aux matériaux traditionnels grâce à ces matières biosourcées. Dans les panneaux, on cherche à remplacer les
pouvoir revaloriser sous forme de MDF. Donc à on obtient un matériau en fait qui a un véritable puits de carbone, donc un matériau très intéressant. Et d'un point de vue économique, puisque c'est souvent le nerf de la guerre et la plupart du temps, les matériaux biosourcés sont plus chers que les matériaux traditionnels, la paille de riz, pour le coup, est moins chère que le bois, ce qui pourrait permettre d'obtenir des MDF, compétitifs, surtout depuis que les fibres, végétales, locales, tout dépend, on peut l'associer à des sera du coup, biosourcé, pour qu'on puisse appeler le matériau biocomposite. Donc vous avez ici un petit schéma. Donc la matrice, le renfort. La matrice, c'est l'élément de base. Le renfort, c'est souvent les fibres qui sont soit synthétiques, soit naturelles, qui sont introduites dans le matériau pour former le composite. Et donc on arrive dans tous les cas, comme tout à l'heure, c'est le même principe, ordonnée abscisse, on arrive à avoir des combinaisons possibles de matériaux qui vont tous être dits biocomposites, alors que leur composition est quand même, pas du tout la même. Entre résine, mélange de résine pétrosourcée avec fibre naturelle ou, résine biosourcée avec, fibre synthétique, par exemple. Donc en termes de recyclage, pour rebondir sur la question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est très, très, très complexe et la plupart du temps, ces matériaux sont biosourcés, mais ne sont pas recyclables. Donc biosourcé ne signifie pas forcément que le matériau va être, moins impactant d'un point de vue environnemental qu'un matériau pétrosourcé, mais qui sera recyclable. Là, il faut vraiment faire une analyse de cycle de vie du produit, calculer les impacts pour faire le meilleur choix possible d'un point de vue environnemental. Mais le biosourcé ne garantit pas l'aspect écologique du produit final. Alors je passe rapidement là-dessus, je vous ai mis du détail sur les différentes fibres. Sur la composition des biocomposites sous forme de particules, de fibres ou de laminés. Donc c'est en termes d'aspect de surface, on n'aura pas les mêmes, enfin visuellement les biocomposites n'auront pas, la même esthétique, mais c'est surtout en termes de performance et de mise en forme que ça va différer. Du détail également sur les différentes fibres végétales et sur les matrices biosourcées. Vous avez quelques fibres végétales principales et quelques matrices biosourcées associées principales, divisées en 2 catégories, les thermoplastiques et les thermodurcissables. Et toujours plus de détails en suivant le lien que je vous ai mis en bas de page, qui vous renvoie sur, les biocomposites qui sont référencés par le pôle de bioéconomie IAR et par le CELC. Encore une fois, du détail sur les charges et les renforts. Je passe assez rapidement. Et sur le degré d'utilisation des matériaux, donc sur le degré de maturité, en fait, des fibres végétales en France. Donc on voit que c'est nettement le bois, le chanvre et le lin qui dominent et que les autres éléments dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, notamment le miscanthus, le lin oléagineux, sont en forte croissance. Je vous ai mis également dans ce support des exemples de sociétés françaises qui innovent dans le domaine des biocomposites. C'est le cas notamment du groupe Adiplast, qui propose une gamme assez large de fibres naturelles et de biopolymères associés pour vraiment composer le matériau qui va correspondre à vos besoins. Donc c'est un peu du sur-mesure. Vous avez plusieurs fibres disponibles, plusieurs biopolymères et en fonction des propriétés dont vous allez avoir besoin par rapport à l'utilisation que vous voulez faire du matériau, la société va composer, votre association, parfaite.
On voit que ces biocomposites arrivent sur le marché, puisque notamment IKEA, qui est quand même un géant de l'ameublement, s'intéresse aux biosourcés depuis 2018 et a commercialisé la chaise qui s'appelle, Hotjar, qui est composée de 30 de fibres de bois et de 70 de PET, recyclés. On a également la société De Honte Composite qui innove en termes d'ameublement dans le domaine des biosourcés. Alors, c'est plutôt sous forme de panneaux sandwich qu'on va retrouver les matériaux De Honte Composite. Donc panneaux sandwich, c'est-à-dire que c'est des panneaux, qui sont composés de plusieurs matériaux, donc des composites, mais qui ne sont pas, mélangés entre eux, qui sont associés, qui sont, superposés, si vous voulez, les uns sur les autres. Donc ici, par exemple, on va avoir un tissu de lin ou de chanvre tissé qui va être associé à un liège recyclé aggloméré, grâce à une résine, thermoplastique d'origine végétale, par exemple. Et on obtient un matériau final qui va être thermoformable, particulièrement léger et recyclable. Je cite également dans ce dossier le matériau, donc le Variant, qui est produit par la société Culturine, une société française également, qui grâce à une technologie d'imprégnation propose ces ces matériaux qui ont des propriétés assez intéressantes. C'est des matériaux légers, très résistants, translucides, qui sont recyclables et compostables en fin de vie, matériaux qui n'émettent pas de COV non plus, donc des composés organiques volatiles, qui ont des propriétés acoustiques, des propriétés de résistance aux UV, au feu, aux taches. Voilà, grâce, uniquement à l'association de fibres de lin et de résine végétale, thermoplastique biosourcée. Toujours dans la catégorie des biocomposites, je vais également avoir, au sein de la matériothèque des échantillons de Kerlin. Kerlin qui est un matériau biocomposite qui est constitué de fibres de lin, encore une fois, et de résine et que l'on peut retrouver sous forme de feuilles, de plaques ou de panneaux qui vont être recyclables et compostables en compost industriel en fin de vie. Donc encore une fois, des alternatives aux matériaux traditionnels que l'on utilise et qui ont des propriétés vraiment très intéressantes en termes de légèreté, rigidité, résistance. Matériau également constitué d'une matrice thermoplastique, donc on va pouvoir le thermoformer, le découper, le plier et cetera. Donc je vous encourage à vous intéresser, dans le cadre de vos activités à toutes ces innovations en matière qui sortent, à l'heure actuelle. Un petit peu plus original, on va dire, j'ai souhaité le mettre tout de même dans ce dossier, c'est le composite de mycélium. Donc le mycélium, c'est du champignon, hein, c'est une souche de champignon qui va croître sur des résidus, sur des résidus en fait, agro-industriels, donc sur des déchets et ce biocomposite va avoir des propriétés encore une fois très intéressantes. On le voit surtout dans l'emballage à l'heure actuelle. Mais comme vous pouvez le voir ici à l'écran, c'est un matériau, c'est un biocomposite, qui arrive petit à petit dans le domaine de l'ameublement et on le voit notamment sur cette chaise qui a été, primée, au Dyson Award. Voilà. Vous avez le lien pour en savoir plus, encore une fois, dessous. Renouvelable, qui a encore une fois des propriétés pour les industriels très, très intéressantes. Chaleur, qui est complètement recyclable en fin de vie, également très résistant à l'eau, qui va être anti-allergique, antistatique, et cetera. Donc vous avez plusieurs fournisseurs, en France et en Europe, principalement au Portugal, de textiles de liège. On va avoir les textiles qui sont produits à partir de pulpe de bois. Va permettre de créer donc une fibre textile qui va être,
je vais avoir, d'autres, types de matériaux souples, donc dits techniques intéressantes et compatibles avec le domaine de l'ameublement, au niveau de sa résistance à l'abrasion, au frottement, à la déchirure et à la traction notamment, ainsi qu'au niveau de sa résistance aux bactéries, aux moisissures et aux taches. Je vous parlais de mycélium tout à l'heure, on y revient, mais sous forme de textile, enfin du moins sous forme de matériau organique souple qui est constitué en fait de cellules de mycélium et qui pourrait être utilisé en remplacement du cuir en ameublement d'ici quelques années. L'intérêt de ce matériau, le mycélium, c'est vraiment sa croissance rapide, le fait que ce soit complètement biosourcé, que la souche racinaire se nourrisse souvent de déchets agricoles, donc on est, sur un matériau qui va avoir un impact environnemental, vraiment très faible et donc très, très intéressant. Alors, nous avons également repéré, dans l'équipe un polyuréthane biosourcé qui est en voie de développement, puisqu'aujourd'hui, on est à plus de 16 millions de tonnes de polyuréthane qui sont produites chaque année dans le monde. Donc c'est une piste de développement, intéressante à suivre. Une nouvelle chimie a été développée qui utilise des ressources non toxiques comme l'huile de lin, des graisses résiduelles, donc des déchets de graisse ou même des algues, par l'entreprise Polaris, qui permet de produire ces nouveaux polyuréthanes renouvelables et non toxiques. Donc ces polyuréthanes ne sont pas encore sur le marché, mais sont en forte progression et potentiellement pourraient être diffusés à grande échelle. Alors, dans la catégorie textile et mousse, je passe maintenant aux mousses. Je vous parlais tout à l'heure du textile lyocell qui est produit à partir de pulpe de bois. Nous avons l'équivalent, mais sous forme de mousse, donc plutôt pour un rembourrage d'assises, par exemple. Donc, une mousse qui est totalement biodégradable, qui est fabriquée encore une fois à partir de cellulose et qui se dégrade donc naturellement dans le sol en moins de 60 jours. Donc, elle est certifiée Ecotex. Nous allons avoir également des mousses de rembourrage, potentielles. Alors par exemple, ce matériau qui s'appelle, Biofib Trio et qui est produit par la société Cavac Biomatériaux est plutôt utilisé dans le domaine du bâtiment à l'heure actuelle, mais ses propriétés le rendraient a priori compatible avec l'ameublement. Donc il faudrait faire des tests pour voilà, pour tester ce matériau qui est utilisé en tant qu'isolant à l'heure actuelle, mais le tester sous forme de rembourrage dans l'ameublement. Dans les mousses, j'ai également noté la mousse biosourcée Biofoam qui est produite par Simbra Technologies, qui est une mousse PLA, donc le fameux PLA dont on parlait tout à l'heure, qui est produite à partir de sucre de canne à sucre ou de manioc, donc une ressource sucrière et qui a des propriétés physiques et mécaniques tout à fait comparables au polystyrène expansé. Donc on est plutôt sur une mousse, rigide cette fois-ci, qui est compostable industriellement en fin de vie. Pour en savoir plus, je vous ai mis la fiche technique du matériau. Une autre mousse et je finirai là-dessus, c'est, la mousse, Cellufoam qui est produite par Stora Enso. Donc une mousse biosourcée composée de fibres de cellulose, encore une fois destinée au rembourrage, qui est en cours de développement et je vous ai mis un lien, donc le lien, Polynat vers d'autres études de mousse qui sont en cours à l'heure actuelle, et qui seraient donc amenées à sortir sur le marché dans les années à venir. Comment parler de textile et de mousse sans vous évoquer les solutions, ignifugeantes qu'on emploie souvent sur ces matériaux pour les rendre résistants au feu? Petit point rapide sur une solution qui a été développée par FCPA dans le cadre d'un projet qui s'appelle Lignoflamme. C'est une formulation fugeante et qui permet de rendre résistant au feu n'importe quel matériau, notamment les mousses et les textiles pour le domaine de l'ameublement. Une solution éco-responsable qui a une efficacité à l'heure actuelle, donc qui est testée, dans nos laboratoires. Voilà, sur des mousses isolantes, donc plutôt sur le bâtiment à l'heure actuelle, mais qui pourraient tout à fait correspondre aux exigences de l'ameublement. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce projet également, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous mettre en relation avec le chef de projet au sein du FCBA qui s'occupe de ce développement.
Pour terminer cette première partie de webinaire sur la thématique des biosourcés, je me suis permis de vous mettre un petit matériau bonus pour vous montrer à quel point la thématique des biosourcés est vaste et à quel point on peut imaginer toutes sortes de choses à partir de la nature. L'info insolite, donc c'est un matériau qui s'appelle Air Carbone et donc qui permettrait de fabriquer des meubles à partir de gaz à effet de serre. Donc c'est en fait c'est une innovation qui est bio-inspirée. Les chercheurs ont observé la manière dont les micro-organismes marins arrivent à capter le gaz, qu'on trouve donc dans l'eau, comme le dioxyde de carbone ou le méthane qui est dissous, pour le transformer en biopolymère d'échelle dans des grands réservoirs d'eau salée pour polymériser en fait, du CO2, par un procédé donc de chimie douce, de biocatalyse qui permet d'obtenir une matière qui est similaire, à un bioplastique en fait, qui a les mêmes propriétés que les résines, plastiques, pétrosourcées et qui peut donc être moulée, être, thermoformée et cetera. Donc à terme, vous voyez, on peut même envisager, explorer les champs de la nature, même, même utiliser le CO2 qui est présent autour de nous et qui est plutôt, néfaste, d'un point de vue environnemental. Voilà pour cette première partie. Donc Léa, j'ai pas vu passer d'autres questions. Si vous souhaitez en poser, ben, n'hésitez pas, c'est le moment avant qu'on passe à la suite. Je vois rien arriver. Voilà, N'hésitez pas. Cette première partie de webinaire sur la thématique des biosourcés. Vous aurez bien entendu accès aux fichiers par la suite. bon. Merci. Je vois, voilà, encore une précision exposée très claire et didactique. Merci beaucoup. Comme je ne voyais pas les commentaires, je vous le commente. Et voilà, merci pour cette présentation très bien construite et très instructive, message très encourageant pour l'avenir du monde. Et c'est vrai, je partage cette opinion. C'est une présentation qui m'a redonné un petit peu de joie de vivre, je dois dire. Surtout le dernier, la chaise, je trouve ça fantastique. Voilà. Alors, on n'a pas Très bien. fini, hein, il est 10h40. Je ne sais pas Oui. si vous avez envie de reprendre un petit peu votre souffle, mais il faudrait qu'on, voilà, pour qu'on puisse garder le tempo. Mmh. Pas de souci. Voilà, très intéressant. Pas de questions pour le moment. Merci beaucoup. Et ça vient. La modularité, puisque j'étais en charge cette année de mener ces 2 veilles, pour cette team. Donc je vais vous partager mon écran. Hop, et on va passer au sujet de la modularité. Voilà. Vous voyez mon écran? C'est bon. Oui? Parfait. Alors, pour cette deuxième thématique de veille, veille modularité, je vous donc rappelle rapidement le contexte. C'est une veille qui a été lancée en 2021, par le CETIM dans le cadre d'une veille générale stratégique sur la thématique du bâtiment du futur. Et l'objectif de cette veille, c'est de décrypter les enjeux de la modularité du mobilier, heu, à l'heure actuelle et de vous présenter des solutions inspirantes pour vos projets. J'ai structuré cette veille enfin cette restitution du moins en 2 parties. Dans un premier temps, on va voir ensemble, les définitions, donc autour de la thématique de la modularité, applicable aux produits d'ameublement. Encore une fois, je suis restée focalisée sur ce domaine. Nous verrons ensuite une étude des enjeux de la modularité dans l'habillement, puis une présentation de solutions inspirantes et nous passerons dans un second temps à un point ergonomie qui sera animé par, ma collègue Manon qui nous rejoindra, en fin de présentation. Alors tout d'abord, des définitions.
Alors, comme pour les biosourcés, c'est des termes, à ne pas confondre entre eux, donc je préfère repartir de la base. La modularité, c'est un nom commun féminin qui signifie caractère modulaire, propriété d'être modulaire. C'est dérivé du terme modulaire. Donc le terme modulaire est quant à lui un adjectif qui signifie qui est constitué de modules, d'éléments aptes à toutes sortes de combinaisons. Donc c'est pas la même chose que modulable, parce que modulable, ça veut dire que l'on peut moduler, faire varier. Ça désigne toute chose capable de s'adapter à une situation ou d'évoluer selon le besoin des circonstances. Donc souvent, on a des confusions qui peuvent être faites entre ces différentes terminologies. Donc ils peuvent être soit créés, soit modifiés, soit remplacés ou échangés indépendamment avec d'autres modules, voire même entre différents systèmes, ce qui rend le tout modulable. Donc c'est vraiment une pensée, systémique en termes de conception. On pense le système, voire les systèmes qui vont être capables de communiquer entre eux, jusqu'au module, pour créer en fait un maximum de combinaisons possibles. La conception modulaire est souvent modulable, mais tous les objets qui sont modulables ne sont pas modulaires, par contre. Donc on le voit via ces 2 exemples précis que j'ai choisis. Un objet modulaire ne sera pas obligatoirement modulable au quotidien, du moins, puisque donc sur la collection Les Angles de Stéphanie Marin à gauche, on voit bien que le concept même du mobilier, c'est d'être, modulaire et modulable, puisque le principe, c'est de pouvoir jouer au quotidien avec les différents modules pour créer, en fait, des assises différentes en fonction des besoins. Donc là, les blocs sont très facilement déplaçables les uns par rapport aux autres et l'objet est à la fois modulaire et modulable. En revanche, sur l'exemple de droite, donc cette bibliothèque, qui s'appelle, Brickbox, le concept est tout autre puisqu'on est sur une conception qui est modulaire, mais qui n'est pas modulable au quotidien. Elle est modulable au montage, c'est-à-dire que lorsqu'on monte sa bibliothèque, on peut la monter de différentes manières. Hem, dans le temps, on peut la faire évoluer et la faire changer de forme, donc c'est quand même, l'idée du modulaire, c'est très exhaustive, c'est impossible, mais plutôt à vous donner des grands axes de réflexion et je me suis focalisée principalement sur l'habitat, puisque c'est dans ce domaine qu'on va retrouver le plus de références à l'heure actuelle et que la plupart des références et la plupart des innovations longtemps être appliquées pour l'hôtellerie ou pour la restauration, pourquoi pas, payer des charges. Voilà, donc tous les domaines spécifiques qui avaient été évoqués comme les hôpitaux, les bureaux, les espaces extérieurs sont sont des domaines évidemment d'intérêt, mais qui, à l'heure actuelle, ne présentent pas vraiment encore de solutions, véritablement innovantes, modulaires. C'est plutôt des solutions uniquement modulables, mais pas modulaires et je m'arrêterai aussi, je vous présenterai quelques références de mobilier urbain, puisque j'ai trouvé très intéressant, parmi tous ces domaines que vous voyez à l'écran, d'étudier particulièrement l'habitat et le mobilier urbain, qui sont les 2 domaines les plus éloignés, et qui ont des cahiers des charges très, très différents. Donc on verra que pour le mobilier urbain, il existe des solutions, mais que, c'est beaucoup plus complexe que pour l'habitat, puisqu'on a des contraintes, en urbain qui sont bien particulières. Alors, tout d'abord, la modularité, maintenant qu'on a vu exactement ce que cela signifie, on peut la retrouver à différentes échelles. Donc, les 3 échelles que j'ai notées, c'est à l'échelle du produit, de la gamme et de l'espace. Je m'explique. Donc, au niveau du produit, j'ai l'exemple de Stacking Throne.
Au niveau de la gamme, c'est l'exemple du milieu, donc on voit les variations colorées et ensuite au niveau de l'espace, vous voyez que c'est un produit qui se module et qui va véritablement venir, aménager, être un élément d'aménagement d'espace. Donc je vous détaille ces 3 exemples pour que vous puissiez, vraiment bien comprendre mon propos. La modularité à l'échelle du produit, donc ce que j'entends, c'est vraiment l'exemple de ce fauteuil qui a un mobilier évolutif. Donc on le voit, hein, grâce au jeu de couleurs notamment, que l'assise est constituée de plusieurs modules qui s'adaptent à l'enfant en fonction de son âge. Donc le mobilier va être durable dans le temps grâce à ces différents modules et au-delà de l'aspect fonctionnel des modules qui ont différentes tailles, donc de la chaise haute pour enfants jusqu'au fauteuil, normal pour un adulte, ces petits modules vont avoir des fonctions associées puisqu'on va pouvoir, derrière les empiler, jouer avec, créer d'autres petites, surfaces d'assises, créer des étagères ou toutes sortes de jeux à partir de ces modules. Donc là, on est sur une modularité à l'échelle du produit qui n'a aucune répercussion, sur le reste de la pièce. On peut trouver également sur le marché une modularité à l'échelle de la gamme. Alors, j'ai pris l'exemple de cette chaise, qui est commercialisée chez Harper et qui est la réinterprétation de la chaise imaginée par l'architecte Lina Bo Bardi en 1951. On retrouve différentes formes et différentes couleurs, donc au niveau des petits coussins, comme vous pouvez le voir, qui permettent de créer des combinatoires infinis en termes d'associations colorées. Donc vous pouvez vraiment, avec cette gamme-là, personnaliser complètement votre intérieur en choisissant des associations colorées et des associations de motifs. Donc ici, on est sur des choix de gamme qui sont gérés par l'industriel. On a également un autre niveau de modularité qui est lui placé au niveau de l'espace avec le mobilier que je vous ai pris un exemple, qui est produit par le studio Lawrence. C'est différents éléments qui peuvent s'unir entre eux pour constituer des espaces d'assises, donc des sofas ou des fauteuils individuels, en fonction de la manière dont on va les combiner. Donc c'est vraiment comme un petit jeu de Tetris avec différentes formes qu'on va pouvoir combiner pour correspondre tout à fait aux besoins qu'on a à un moment précis. On a des accoudoirs supplémentaires qui viennent, servir d'éléments de jonction, des coussins en feutre également qui peuvent, être utilisés comme des traits d'union, pour, créer, plein de configurations possibles. Donc là, on voit bien que la modularité à l'échelle du produit a une véritable répercussion sur l'espace, et c'est le produit qui vient vraiment aménager l'espace et structurer l'espace en fonction des combinatoires qu'on crée, avec les différents modules. La modularité à l'échelle de l'habitat, donc je me suis focalisée là-dessus. C'est vraiment un enjeu d'actualité. Je me suis basée sur une étude, en fait, qui a été réalisée par le cabinet Sociovision pour, l'ameublement français suite à la crise du Covid-19. Donc une étude qui a été publiée en septembre 2021. Il en ressort que la pandémie a profondément impacté la relation des Français avec leurs meubles. Ça, je pense qu'on l'a tous remarqué. La pandémie nous a forcés à rester chez nous, donc on a forcément, dû reconsidérer notre espace intérieur et extérieur pour ceux qui avaient la chance d'en avoir un. Les confinements successifs, nous ont poussés à avoir envie de moduler notre intérieur avec du mobilier qui est évolutif, pour s'adapter aux différents usages qu'on peut faire de notre intérieur. Donc la maison est devenue, pour la plupart des Français, un lieu, une sorte de ruche. C'est un lieu à la fois, de loisirs, dans lequel on cuisine, on jardine, on bricole. C'est aussi un lieu d'activité physique et un lieu de travail, puisque le télétravail, depuis la pandémie, a explosé. Donc comment faire cohabiter toutes ces différentes fonctions au sein d'un même espace? Si ce n'est, grâce à du mobilier qui va suivre en fait, le rythme de l'usager au fur et à mesure de sa journée. On voit que ces nouveaux usages de l'habitat, hem, nous poussent vraiment à avoir, on a un besoin, enfin c'est ce qui ressort dans l'étude, on a un besoin de multifonction, de polyvalence,
de nos objets, en fait, des objets qui nous entourent, qui se positionnent aux antipodes des espaces bien définis avec des rôles précis qu'on pouvait retrouver dans les maisons de nos parents. Donc c'est un peu cliché, mais je vous ai mis une image, des années 70 versus, un intérieur 2022 et on voit bien que toutes ces activités différentes que j'ai citées précédemment qui coexistent, nous poussent à avoir un espace, en fait, intérieur à géométrie variable, qui puisse accueillir, en fonction du moment, différentes activités. C'est également donc la modularité à l'échelle de l'habitat, c'est également, une piste qui est devenue tendance. Le mobilier modulaire est devenu tendance, puisque en fait, si on cherche un petit peu dans le passé, c'est un terme qui avait plutôt une connotation assez négative pour la plupart des gens, selon cette étude toujours. Le mobilier modulaire a longtemps souffert d'une mauvaise presse. Il était associé à l'idée d'un mobilier, accessible, donc dans le sens, cheap, peu cher et peu qualitatif. C'est du mobilier qui est principalement né, dans les années 90 et qui est perçu comme, enfin qui était perçu du moins jusqu'à maintenant, comme du mobilier destiné plutôt à des jeunes qui s'installent et qui ont pas les moyens d'avoir autre chose, soyons clairs. Donc comme quelque chose de temporaire justement, dans la vie, peu qualitatif. Donc bas de gamme, peu durable et peu esthétique aussi. Mais on s'aperçoit que l'époque a complètement changé. Les Français envisagent leur intérieur d'une manière qui est tout autre et les choix esthétiques, évoluent aussi, beaucoup. Donc aujourd'hui, les Français déclarent aimer concevoir eux-mêmes leur intérieur et recherchent de la flexibilité au quotidien, ce qui rend les meubles modulaires tout à fait adaptés aux usages actuels, des Français. Alors, j'ai choisi de vous parler en particulier d'une designer, Nathalie Crasset, qui se positionne comme, la star française du design industriel, inventif. Elle est considérée comme une pionnière du mobilier transformable, donc modulaire, mais pas que, modulable aussi. Enfin, du moins, elle a une approche mobilier qui est assez intéressante, depuis déjà 20 ans. Elle propose des nouveaux concepts qui diffèrent totalement du salon traditionnel qu'on a pu voir. Elle remet en cause nos habitudes domestiques en imaginant du mobilier modulaire et modulable qui va complètement s'adapter au rythme de vie des usagers. Donc vous avez ici une courte interview, enfin un extrait d'une interview qui est publiée donc sur le site, sur la source que vous voyez en bas. Et je trouve son positionnement vraiment intéressant, puisque lorsqu'on lui demande d'où vous est venue l'idée, donc l'idée de créer tous ces mobiliers que vous voyez en bas à gauche, qui sont protéiformes et qui sont assez, surprenants, parce qu'ils diffèrent vraiment des mobiliers traditionnels, qui nous entourent. Elle répond: «L'idée m'est venue en observant le comportement des gens. Pour toutes sortes de raisons, on vit dans de petits appartements, on se plaint de manquer de place, mais on achète quand même de gros canapés encombrants. Si un bébé arrive, ça y est, on déménage. Des intérieurs où on ne peut pas accueillir un ami ou élever des enfants, ça n'a aucun sens. J'ai voulu apporter des solutions pour mieux utiliser l'espace tout en valorisant des notions qui me sont chères, comme le partage, l'hospitalité. Donc, elle est très pragmatique, en fait, sur l'usage qu'on va faire d'un mobilier. Et pour elle, c'est bien le mobilier qui doit s'adapter à l'usager et non pas l'inverse. Alors qu'avant, c'était plutôt comme ça que ça se passait. Elle utilise souvent le mot structure au lieu de meuble. Donc ça aussi, c'est un choix de terminologie qui est très parlant et qui veut dire beaucoup sur son approche, du mobilier. Elle emploie ce terme de structure, en disant donc: «Parce que les structures que je crée ne sont pas des objets finis, ils appartiennent à chacun de leur donner un sens selon l'usage qu'il en est fait». Par exemple, avec 3 poufs empilés, on a une table allongée, avec 6, on obtient un fauteuil et cetera et cetera. Donc elle laisse vraiment libre cours à la créativité de l'usager. Hem, Elle crée des structures, donc elle crée des meubles potentiels et ensuite, c'est à nous de le moduler en fonction de nos besoins et je trouve cette approche, vraiment novatrice. Donc on voit ce regard, si particulier qu'elle a à travers 2 exemples que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, le siège fait par soi-même, donc c'est le nom de ce mobilier, par Nathalie Crasset.
qui est un sofa constitué de plusieurs modules qui peuvent être, déplacés et portés comme des valises. Donc on peut créer le sofa que vous voyez à gauche. Le deuxième exemple s'appelle «Concentré de vie». Et c'est cette fameuse structure, donc on comprend bien pourquoi elle emploie le terme structure et non pas mobilier, qui est assez flexible en fait, et qui permet donc cette fameuse appropriation de l'usager, puisque c'est un système où chaque partie joue un rôle différent, dans lequel on va distinguer les 2 éléments interchangeables, heu, donc le module carré qui devient accoudoir, repose-pied ou pouf, un élément rassembleur qui maintient l'ensemble et qui, utilisé seul, devient un lit, donc ça c'est l'élément qui est orange. Ainsi qu'un troisième élément, de confort, donc au cœur du système, qui permet en fait de créer cette combinaison. Donc vous le voyez, à partir d'une structure avec des modules, elle arrive à créer toute une gamme de mobilier en un seul produit, finalement. C'est une manière complètement différente d'envisager les choses. La modularité à l'échelle de l'habitat a aussi, un axe aussi très important, c'est au niveau de l'enjeu environnemental. Puisque, toujours selon cette étude Sociovision, les Français ont exprimé une très forte envie d'intégrer du mobilier modulaire dans leur intérieur pour des raisons «écologiques», donc entre guillemets. Un système modulaire, effectivement, même s'il ne garantit pas que le produit final sera intéressant d'un point de vue environnemental, permet souvent d'allonger la durée de vie du produit. Parce qu'on va pouvoir remplacer uniquement une partie sans avoir à changer l'ensemble. Donc ça, c'est intéressant en termes d'allongement de la durée de vie, qui est un des critères très importants à prendre en compte dans une analyse de cycle de vie et donc pour évaluer l'impact environnemental d'un produit. On va également avoir un produit qui va évoluer en fonction des besoins, donc on aura moins tendance à changer. Donc Nathalie Crasset évoquait tout à l'heure la l'évolution d'une famille lorsqu'un bébé arrive, par exemple, et qu'on est obligé de rechanger tout notre mobilier parce que la famille s'agrandit. Là, l'idée, c'est d'avoir un mobilier qui va nous suivre toute notre vie, donc qui va durer un maximum de temps, qu'on pourra faire évoluer en fonction des besoins et qui pourra être réparé lorsqu'il sera dégradé. Donc très intéressant d'un point de vue environnemental. Au-delà de l'aspect environnemental, j'ai aussi noté une approche économique intéressante. Puisque c'est également un moyen qui peut s'avérer économique, pas forcément, mais ça peut s'avérer économique pour aménager un espace, puisqu'on va avoir des meubles, comme je vous le disais, qui vont évoluer avec le temps. On pourra, du coup, dans un premier temps, acheter seulement quelques éléments et compléter notre mobilier au fur et à mesure. Donc, petit à petit, lorsque les moyens du ménage augmentent et lorsque la famille s'agrandit, si je reste sur cette métaphore, on va pouvoir rajouter des modules et venir agrandir le mobilier de la famille. Donc c'est intéressant de ne pas avoir financièrement à changer tous les meubles, mais d'avoir la possibilité de faire évoluer ses propres meubles sur une base unique. Au-delà des usages du coup qui évoluent, on a aussi la question du style. Quand on éco-conçoit un produit, on parle souvent, en approche environnementale, de, de l'esthétique et de la tendance, même si ça peut paraître futile, parce qu'en fait, pour qu'un produit soit durable dans le temps, il est important qu'il soit, relativement neutre en termes de tendance et qu'il ne corresponde pas à une mode ponctuelle qui sera passée dans quelque temps. Le fait d'avoir un produit avec un style assez neutre, ça permettra de le modifier, de le faire évoluer, sans pour autant avoir à le remplacer lorsque la mode sera passée. Et bien entendu, pour que cela fonctionne, d'un point de vue économique et environnemental, pour que cet allongement de la durée de vie du produit soit viable, il faut que l'industriel assure un suivi de sa gamme dans le temps. Et donc c'est là que
pour vous, industriels, l'enjeu se situe, je pense. La modularité à l'échelle de l'habitat permet évidemment d'aménager de petits espaces. C'est surtout dans ces petits espaces qu'on envisage la modularité dans un premier temps. C'est des éléments standardisés qui peuvent être facilement déplacés et reconfigurés pour créer un nouvel environnement. Donc on a plein d'exemples. Je vous ai mis une capture d'écran de Pinterest avec, plein d'exemples qui permettent d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible et de fonctionnaliser l'espace, en fait, grâce seulement à quelques modules qui vont créer des combinatoires en fonction de la manière dont on les assemble entre eux. Alors, point important qui ressort dans l'étude Sociovision, c'est l'absence de marque référente dans la tête des Français. On a noté un intérêt fort pour la modularité, heu, à l'heure actuelle, donc c'est clairement un enjeu. On a des designers qui sont positionnés sur la question depuis quelques années, mais si on pose la question à un Français, la modularité, de nous citer une marque, qui propose du mobilier modulaire, la plupart du temps, ce qui ressort dans l'étude, c'est un certain, flou artistique, puisque les Français ont une bonne idée de ce qu'est le mobilier modulable, mais la plupart des personnes sondées ne parviennent pas à identifier des acteurs, marques de meubles ou d'aménagement modulaires. Lorsqu'on leur a bien expliqué la différence, le modulaire reste encore, très à la marge, en fait. Donc face à ce manque de références sur le marché, les consommateurs qui cherchent de la modularité se tournent souvent vers les réseaux sociaux. Et on retrouve finalement beaucoup plus de références inspirantes en cherchant sur Pinterest, sur Classic, sur les sites de marque, finalement. Il n'existe pas, pas encore énormément de références. Malgré tout, je vous ai quand même sélectionné quelques marques qui proposent des systèmes intéressants, notamment la marque Lundia qui propose de personnaliser son mobilier. Donc c'est un axe très fort de la modularité, la personnalisation. Le le leitmotiv de la marque, c'est: «Composer aujourd'hui, compléter demain, modifier quand vous voulez». Donc c'est vraiment ce dont on parlait, avec l'idée de faire durer son mobilier tout au long de sa vie et de le faire évoluer en fonction des nouveaux usages qui apparaissent dans notre vie. Donc ce mobilier que vous voyez ici, c'est un système de mobilier modulable, évolutif et personnalisable en bois, qui se base sur un système breveté que l'utilisateur peut lui-même monter et réassembler en fonction de ses besoins, puisque le mobilier est entièrement démontable et il se structure en fait grâce uniquement à un principe d'autotension. Donc vous voyez en bas, vous avez une multitude d'associations possibles de modules, avec des modules, des montants, des croisillons et des plateaux qui vous permettent de créer quasiment une infinité de formes, possibles. Vous avez ici sur le site, une capture d'écran en fait du site de la marque qui propose de choisir par catégorie, par prix, par fini bas, des meubles télé ou encore des rangements sous escalier. En variant les hauteurs, les largeurs, les profondeurs et les finitions, qui permet d'avoir quasiment des milliers de compositions possibles en faisant, varier tous les indicateurs. Alors lorsqu'on parle de modularité dans l'habitat, forcément, on va parler de nouveaux modes de commercialisation innovants. Puisque cette modularité, elle ne va pas forcément être disponible en magasin. Donc on change aussi le parcours d'achat. Pour l'utilisateur, ça va plutôt être, un achat sur internet qui va être fait plus qu'en magasin ou alors en magasin mais avec un conseiller. Sur internet, je me suis penchée sur les configurateurs qui sont, de plus en plus proposés par les marques. Donc j'en ai testé plusieurs pour voir les différences. Donc tout d'abord, j'ai testé les 2 grosses marques qui me venaient à l'esprit, IKEA et Leroy Merlin, avec des configurateurs 3D qui sont assez bien faits. Vous rentrez vos dimensions. Vous pouvez même rentrer directement les dimensions de la pièce pour avoir une idée de l'échelle du produit que vous êtes en train de créer par rapport à votre espace.
Vous avez énormément de critères. J'ai testé aussi le configurateur de Tilco, une marque, moins connue mais très intéressante. Je vous encourage à aller voir ce configurateur qui est particulièrement bien fait. Toutes les informations se mettent à jour, enfin s'incrémentent en fait au fur et à mesure. Donc vous modulez votre produit et au fur et à mesure, vous voyez le prix par exemple, qui évolue. Vous voyez, voilà la quantité de plateaux, enfin d'éléments, on va dire, que vous avez juxtaposés qui évoluent. Je me suis arrêtée sur le configurateur Picawood que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc cette marque propose, comme les autres configurateurs, plus ou moins toujours les mêmes fonctionnalités. Vous allez avoir des modules de base avec, possibilité de varier les dimensions, les matériaux, les finitions. Et ensuite, sur votre configurateur 3D, vous allez pouvoir assembler les modules entre eux pour créer en fait un ensemble qui correspondra parfaitement à vos besoins. Ce que j'ai trouvé intéressant sur ce configurateur, c'est la possibilité d'hybrider les meubles. Donc on le voit sur le plan, alors sur l'image du milieu, sur le plan qui est situé en partie basse, on voit que j'ai testé d'hybrider 2 meubles. Donc le meuble du milieu qui est bleu nuit avec un meuble blanc, qui sont normalement des modules, c'est des entités indépendantes. J'ai essayé de les hybrider, voir ce que ça donnait et le plan s'est adapté. Donc j'ai trouvé cette fonctionnalité assez intéressante avec, encore une fois, toutes les dimensions qui varient au fur et à mesure, le prix qui évolue, et cetera, et cetera. Donc ça nous permet de suivre notre achat en temps réel et de faire varier notre mobilier en fonction des besoins, mais aussi en fonction de critères, économiques. Cette nouvelle offre qui se diffuse du coup grâce à ces configurateurs, hem, propose des niveaux de gamme assez différents. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que les mobiliers modulaires étaient souvent perçus comme des mobiliers bas de gamme, assez, enfin peu esthétiques et plutôt cheap. Finalement, là, on voit apparaître, sur le marché du mobilier modulaire haut de gamme. Donc c'est le cas du programme Lift que vous voyez ici ou du programme Ergo qui est commercialisé par la même marque, Sidegamist. Donc vous voyez tout de suite que c'est du mobilier qui est quand même assez haut de gamme avec des profils aluminium qui permettent une multitude de combinaisons possibles grâce à des éléments standardisés. Donc c'est là tout l'enjeu pour l'industriel, de réussir à avoir des éléments standards, mais qui vont créer une multitude de combinaisons possibles en fonction de la manière dont on les assemble entre eux, avec des éléments d'assemblage, avec des petits connecteurs que vous voyez ici pour créer les modules finaux. Ces fameux petits connecteurs, je les perçois comme le cœur du système. Quand on parle de modularité, je ne peux pas vous présenter tous les systèmes modulaires qui existent. Il en existe, une quantité folle. Mais j'ai choisi de vous faire des petites, planches d'inspiration avec des systèmes d'assemblage intéressants que vous pourrez être amenés à reprendre dans vos projets. Donc vous voyez ici des systèmes d'assemblage, hem, qui qui permettent, de joindre des modules entre eux de différentes manières. Donc des petits connecteurs à insérer dans les pièces, des petits connecteurs qui viennent épouser la forme des pièces par l'extérieur pour en lier 2. En bas à droite, on a plutôt une forme de puzzle avec des pièces qui s'encastrent directement les unes. Sur la deuxième page, on voit encore d'autres types de systèmes d'assemblage. Donc des fentes qui permettent aux modules, dans la partie centrale de la page de s'insérer les uns dans les autres pour former une immense bibliothèque avec des modules carrés. Des formes qui s'épousent mutuellement, donc sur l'image en haut à droite. Donc là, on est uniquement, dans cette, recherche d'inspiration au cœur du système. Donc le système pour le coup est révélé
et c'est le système d'assemblage qui devient motif et qui devient l'élément signe du mobilier et c'est vraiment ce système d'assemblage finalement qui va on cherche pas à le cacher, contrairement à la plupart des assemblages traditionnels. On cherche à le révéler et c'est le système d'assemblage qui devient le qui fait la plus-value, en fait, qui fait la valeur ajoutée du mobilier. Donc en termes d'esthétique, je vous disais que cette esthétique, qui maintenant est plutôt recherchée, cette esthétique, modulaire, alors que ce n'était pas le cas avant. On peut observer 2 grands types d'esthétique modulaire. L'esthétique plutôt industrielle, que je vous ai mis ici sur cette page, avec cet exemple, de cuisine, d'une agence de design. Donc une esthétique modulaire marquée avec structure apparente. Donc c'est comme les systèmes d'assemblage. La structure et les systèmes d'assemblage ne sont plus cachés, le meuble finalement est constitué un peu à l'envers. Avant, on avait la structure par-dessous et des éléments qui venaient cacher la structure et qui venaient en fait des éléments des panneaux de revêtement. Là, on réfléchit à l'inverse, on a une structure apparente avec des modules qui viennent s'intégrer à l'intérieur. Donc une esthétique plutôt industrielle ou alors on va avoir une esthétique plutôt ludique. Donc c'est vraiment les 2 grandes catégories que j'ai pu distinguer. Donc c'est l'exemple là de cette gamme de mobilier qui est produite par, Note Design Studio. Un système modulaire qui devient un atout esthétique pour le coup, grâce au mariage et au mix de différentes couleurs et de différents matériaux. Et comme vous le voyez sur les petits croquis que je vous ai joints, c'est justement cette recherche de mélange de matières et d'association de couleurs qui crée, tout l'intérêt de cette gamme modulaire. Toujours dans cet esprit ludique, puisque souvent c'est le cas, la modularité engage souvent une gestuelle, une idée de mouvement et de modulable, donc on a une approche assez ludique de son mobilier. Je vous ai mis l'exemple du pegboard de Quark, qui est un objet mural, sous forme là d'arc-en-ciel, donc très coloré, très attractif et très ludique qui stimule la créativité. L'idée, c'est d'avoir un support mural fixe et ensuite de pouvoir le fonctionnaliser grâce à des accessoires qui sont multiples, qu'on peut interchanger, qu'on peut, compléter au fur et à mesure, voilà, modifier et cetera. Donc vous allez avoir des accessoires différents en fonction de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, typiquement, on est sur un objet de rangement, mais qui peut s'adapter aussi bien pour de l'habitat, particulier que pour, du collectif, des bureaux par exemple, des espaces partagés, des choses comme ça. Donc les innovations que je vous montre dans le domaine de l'habitat sont pour la plupart transférables, évidemment et les systèmes d'assemblage, c'était également le cas. Tout est transférable dans d'autres domaines. Mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt dans le domaine de l'habitat qu'on va retrouver des références en termes de modularité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ces différents modules, ils ont véritablement une fonction. Ils viennent complètement, modifier l'usage qu'on va se faire de la structure au mur. On peut également personnaliser la surface, donc vous le voyez en bas à droite, en inscrivant, quelque chose, de bien particulier. Donc tout est sur mesure. On a cette grille de base au mur et ensuite les modules on peut les créer et les combiner, à façon. On a parlé de modularité à l'échelle du produit, donc à l'échelle de l'habitat et du produit, plutôt de l'objet. Comment vous parler de modularité sans évoquer Ken, Isaac, qui créait déjà dans les années 60-70 des mobiliers. Alors on est à mi-chemin entre le mobilier et le micro-espace. Donc des choses vraiment étonnantes et parfois un peu farfelues, mais très inspirantes. Donc voilà, si vous souhaitez, aller voir peut-être, plus de références de Ken Isaac, vous verrez beaucoup de combinaisons possibles avec souvent des associations tubulaires, qui permettent de créer donc, des fauteuils ou des micro-espaces. Donc on est à mi-chemin entre l'habitat intérieur et l'extérieur. Ce qui me permet de faire une transition vers la modularité pour l'extérieur, puisque j'ai quand même souhaité aborder cette thématique, même si les contraintes, liées au mobilier urbain sont telles que la modularité en extérieur est quand même,
Donc j'ai trouvé cette référence de banc de Nord Studio, qui est un mobilier urbain qui s'articule autour d'une grille qui va relier différents éléments aux formes très, très simples, pour proposer plusieurs configurations, inventives en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc, comme vous le voyez, la grille, vous pouvez la positionner de différentes manières, pour avoir des configurations d'assises, à géométrie variable et pour personnaliser votre assise. Alors cependant, c'est un projet qui est édité, mais qui pose un peu question puisque quand on parle de mobilier urbain, la principale contrainte pour du mobilier urbain, c'est de se prémunir des dégradations et des vols potentiels. Alors comment faire avec du modulaire? Puisque le principe du modulaire, c'est d'avoir des modules qui sont souvent modulables. Alors, là, dans un cas pareil, on imagine bien que certains éléments peuvent, être amenés à disparaître, ce qui rendrait le mobilier complètement, enfin, non opérationnel. Après, on a toujours la possibilité, comme je vous le disais, de remplacer des éléments. Donc c'est toujours ça, mais bon, c'est à prendre en compte. J'ai trouvé un exemple de mobilier urbain qui conjugue modularité, modulabilité et sécurité, en extérieur, enfin, du moins sécurité vis-à-vis des vols. C'est ce mobilier qui s'appelle Intersection et qui est créé à l'aide d'un système modulaire de formes géométriques qui peuvent être réarrangées entre elles, mais qui coulissent uniquement entre elles. Donc en fait, les formes sont fermées. Vous ne pouvez pas les sortir les unes des autres, enfin pas complètement, du moins, pas toutes. Chaque élément glisse, l'un vis-à-vis de l'autre, pour créer des fonctionnalités polyvalentes pour des espaces extérieurs. Donc c'est des fonctions qui se croisent à l'image des à l'image des éléments de mobilier qui se croisent également. Donc c'est de signalétique urbaine, qu'on peut venir rajouter. Donc, voilà, vous créez des combinaisons fonctionnelles à différents niveaux, aussi bien pour des surfaces d'assises que pour des éléments de signalétique. Alors maintenant que nous avons balayé toutes ces pistes, autour du modulaire, comment faire pour mettre, en application sur le marché ces différentes pistes créatives? Je vais passer la parole à ma collègue, Manon, qui travaille, donc dans l'équipe innovation avec moi en tant qu'ergonome et qui va vous expliquer ce qu'est un ergonome et en quoi elle peut vous accompagner dans vos projets pour mettre justement en application, ces différentes, pistes, modulaires. Bonjour à tous. Je ne peux pas mettre ma caméra, je n'ai pas l'autorisation pour pouvoir la mettre, sur le Teams. Je voulais juste le préciser. Ah, je Heu, Oui, je vous vois pas dans les participants. je suis Manon Provost, je fais partie des 14 Ah participants oui, normalement. ça y est, C'est ça y est, moi. ça y est, ça y est. Donc il faut qu'on vous passe sans autoriser la caméra. Est-ce que c'est C'est possible? bon. Voilà. Voilà, normalement vous me voyez? Oui, bonjour, bienvenue. Introduire à l'ergonomie et aussi à qu'est-ce que fait, un ergonome et en quoi est-ce que, ça peut vous être utile, sur un projet, qui concerne la modularité. Donc dans un premier temps, je voulais, revenir sur, qu'est-ce que donc fait un ergonome dans la vie d'un produit? Qu'est-ce qu'il peut faire? Aussi vous introduire, des critères, ergonomiques dans la conception et peut-être illustrer aussi, ce que peut faire un ergonome, bah, par exemple, en lien avec la modularité. Donc, la première chose qu'un ergonome peut faire, dans la vie d'un produit, ça va être de définir, le produit ou le service et ses fonctions. Donc par exemple, l'ergonomie, elle sert à développer, à décrire les caractéristiques des utilisateurs, les contextes d'utilisation et les fonctions et attributs qui vont permettre à l'utilisateur d'atteindre les objectifs qu'il veut avec votre produit ou votre service.
Et du coup, ça, c'est des informations qui peuvent être utiles pour la suite du projet, par exemple en marketing, au niveau du design, pour le concepteur, et cetera. Et c'est des indications qui peuvent être quantifiables, par exemple tout ce qui va, avoir un rapport avec les données, anthropométriques, donc les dimensions que peut prendre votre produit. Mais aussi, des fois, elles sont plus difficilement quantifiables quand on va aller parler, de confort, d'intuitivité, des choses comme ça qui sont, un peu plus, non quantifiables. En fait, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des tests utilisateurs. Donc on va réaliser des tests avec, une maquette ou le produit si c'est possible, avec un panel d'utilisateurs représentatifs, de la cible que vous désirez et on va essayer d'évaluer comme ça des critères, de la manière la plus rigoureuse, qui soit. Ensuite, l'ergonome peut, intervenir dans l'expérience utilisateur, notamment son optimisation. Donc en fait, l'expérience utilisateur, c'est tout ce qui, alors là, j'avais mis une petite définition, d'ailleurs je ne vais pas lire forcément ce que j'ai marqué, je vous laisserai découvrir, ce que j'aurais pas forcément dit à l'oral. Mais du coup, on définit l'expérience utilisateur par un ensemble de perceptions et d'interactions qui résultent de l'utilisation d'un produit. Et donc en fait, l'ergonome, il va pouvoir rechercher s'il y a une fonction du produit ou du service, par exemple, qui a déjà des acquis, pour les usagers. Par exemple, si on prend une application, il y a des enchaînements de gestes qu'on a l'habitude de faire pour certaines applications et donc du coup, si on le met en place dans notre application, potentiellement, c'est quelque chose qui va permettre une meilleure intuitivité, un meilleur confort pour les plus adaptés, pour faciliter l'expérience. Ensuite, on peut aussi, évaluer ce qu'on appelle donc l'affordance. C'est un concept qu'on a emprunté à la psychologie, mais en ergonomie, on l'utilise pour définir, la capacité d'un objet à suggérer sa propre utilisation. Donc c'est, totalement en lien avec le caractère intuitif du produit. Donc on va essayer d'évaluer la cohérence entre, les niveaux, sensoriels et cognitifs pour associer un peu un geste et une pensée. Quand on voit une chaise, on pense tout de suite que, on peut s'asseoir. Mais quelquefois, surtout quand on va parler de la modularité, rendre l'objet intuitif, c'est pas aussi facile et donc du coup, on peut totalement évaluer ça. Ensuite, on va aussi pouvoir intervenir, dans, tout ce qui est un lien avec l'accompagnement de l'utilisateur. Donc pour un produit, l'utilisateur, il peut être, accompagné, par la publicité, par l'emballage du produit, peut-être des démonstrations qu'on va pouvoir voir, mais aussi par le mode d'emploi potentiel qu'il y aura. Et donc là, l'ergonome, si vous voulez, c'est un peu, il utilise l'ergonomie de manière à être un expert dans l'analyse d'une activité, de quelque chose qui est fait et aussi dans l'explication de celle-ci. Donc pouvoir, par exemple, créer un mode d'emploi, c'est quelque chose qui est totalement faisable, et des fois, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être fait, assez tardivement dans le cycle de développement du produit, qui est rarement soumis à des tests et c'est assez intéressant de faire des tests utilisateurs parce qu'encore une fois, ça va jouer sur le produit. Donc ça, c'était un peu des points dans le cycle de vie du produit dans lequel on peut, intervenir, en tant qu'ergonome. Là, ensuite, je vais vous présenter, quelques critères importants en ergonomie, pour les produits. Donc le premier critère qu'on va retrouver, heu, ça va être la sécurité. Donc c'est vraiment le critère qui est, le plus important pour nous. On va penser à la sécurité sur l'entièreté de la vie du produit, que ce soit, donc, heu tous ceux qui vont avoir un lien avec ce produit, donc les fabricants, les distributeurs, peut-être les réparateurs, les utilisateurs, ceux qui vont, gérer aussi potentiellement la fin de vie du produit. On va aussi, s'intéresser à, situations auxquelles, ces utilisateurs sont associés ou l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Parce qu'on va essayer d'aller regarder, est-ce que ça va, présenter des risques, d'accidents? Est-ce que, derrière, on peut développer une maladie, par exemple dans les lieux de fabrication? Donc ça, c'est la partie un peu plus conditions de travail de l'ergonomie, mais qui est aussi intéressante dans l'élaboration d'un produit, à garder en tête. Ensuite, un second critère qui est important, ça va être l'utilité, bien évidemment. Si un utilisateur achète un produit pour remplir une fonction et qu'il n'a pas la sensation que ce produit répond
à l'utilisation dont il en avait besoin, bah, il sera libre d'acheter un autre produit ou en tout cas de rejeter celui-là en question. Donc c'est très important d'aller voir aussi comment est perçue l'utilité par les utilisateurs. On va aussi retrouver la tolérance aux erreurs. Il faut savoir qu'un produit n'est pas forcément tous les jours utilisé ou reste en tête pour les utilisateurs et que quelquefois on va avoir donc la phase d'appropriation du produit, la première prise en main. Donc c'est aussi ce qui va avoir un lien avec l'accompagnement, mais aussi par exemple des produits où on va pas les utiliser pendant un certain temps. Je pense par exemple à un canapé lit. Bon, bah, on a un canapé lit chez nous, c'est pas forcément un canapé qu'on va déplier tous les jours, peut-être même une fois par an, et ben, on va pas forcément se rappeler de comment est-ce qu'on fait. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut une tolérance aux erreurs, parce que c'est totalement possible qu'il y ait des erreurs de manipulation du produit, selon divers problématiques que peuvent avoir les usagers, ou en tout cas fréquence d'utilisation, environnement, et cetera. Ensuite, un autre critère ergonomique dans la conception qui est intéressant à avoir en tête, c'est la prise en main. Donc c'est un critère qui est classique, forcément en ergonomie, parce qu'il faut savoir que, donc c'est marqué là, 1 ou 2 échecs peuvent suffire à dissuader les clients potentiels, et effectivement, et donc du coup, quand on va proposer un produit nouveau, heu, faciliter la prise en main va permettre de pérenniser aussi l'utilisation. Et donc ça va concerner la première utilisation, que ça va être l'installation, le montage, mais aussi du coup sur la durée, comme on parlait avant avec la tolérance aux erreurs. On va avoir aussi en critère le confort, j'en ai parlé un peu plus tôt, qui est un peu plus difficile à définir, surtout qu'on va avoir différents types de confort. Par exemple, on va avoir le confort apparent, donc quand on voit ce canapé lit dont je parlais, peut-être qu'il va nous paraître très confortable, et finalement, quand on va s'asseoir dedans, donc on va parler du confort réel, ce que ressent réellement l'utilisateur, bah, il va se rendre compte que c'est pas si confortable que ça. Hem, donc c'est assez intéressant de voir les 2 et d'étudier les 2, et c'est ce genre de critères qu'on va plutôt évaluer pendant des tests utilisateurs. Enfin, le dernier critère qu'on a également, ça va être le plaisir. Parce que c'est un critère qui va permettre de relativiser et circonstancier le poids des autres critères. Si un utilisateur prend énormément de plaisir à l'utilisation du produit ou du service, il sera beaucoup plus indulgent avec celui-ci. Et donc c'est important aussi, de prendre en compte ce critère-là. Voilà. Donc du coup, pour illustrer l'ergonomie et la modularité, j'ai souhaité faire une petite illustration, un petit exemple un peu ludique, de comment un ergonome peut aider à la modularité. Donc là, j'ai fait un exemple qui est donc une entreprise X va proposer son nouveau produit. Donc c'est un cube modulable pour enfants qu'on peut voir tout en haut. Et donc l'idée a été de développer un cube qui va pouvoir aider à aménager les espaces, et notamment les espaces de classe. La publicité qu'on va voir, c'est des enfants de maternelle qui sont là, qui vont moduler les cubes de façon à en faire des tables, des tabourets, etc. Heu, la manière de les associer entre eux, c'est grâce à des petits plots présents sur la surface du cube, auquel fait penser une célèbre marque de briques emboîtables que je ne citerai pas forcément. Je ne sais pas trop si j'ai le droit, mais voilà, on pense tout de suite à une marque en question, à la marque en question. Et donc du coup, cette entreprise, avant de commercialiser son produit, se dit: ergonome pour vérifier de l'efficacité et surtout de la sécurité et de la mise en place dans une école. Est-ce que c'est adapté? Et donc du coup, l'ergonome a réalisé des tests dans des maternelles pendant un certain temps, et il a pu retrouver différents points. Donc tout d'abord, il a pu relever différentes difficultés auxquelles ont été confrontés les enfants et le personnel du corps enseignant. Donc du coup, voici quelques exemples de choses qu'on va pouvoir retrouver avec ce produit. Par exemple, la dimension des cubes, il a trouvé qu'elle n'était pas forcément adaptée, à l'utilisation d'enfants, parce que l'utilisation d'un cube par un adulte et par un enfant va pas demander les mêmes dimensions. Et donc en fait, les enfants, ils avaient du mal à s'asseoir dessus parce que la hauteur était trop importante, ou alors ils y arrivaient mais très difficilement.
Et quand ils essayaient de former une table, on retrouvait en fait les mêmes problématiques. Donc les enfants ont délaissé cette fonctionnalité parce qu'elle n'était pas adaptée pour eux. Et aussi, ça pose une question, donc certes, du critère d'utilité, mais aussi de sécurité, parce que si ce n'est pas adapté à la taille de l'enfant, alors tout de suite, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de la sécurité. Aussi, elle a remarqué qu'il était difficile pour les enfants de séparer 2 cubes qui étaient préalablement associés, et que des fois, même si un adulte essayait, il lui était difficile de le faire seul. Donc du coup, on remarque que la prise en main, elle n'était pas forcément adaptée, encore une fois, à la cible. Heu et donc on pose encore des questions sur l'efficacité et la sécurité. Aussi, il a pu remarquer que les enfants, ils étaient rapidement limités dans leur utilisation. Parce qu'en fait, l'espace présent dans la classe offrait pas la possibilité de stocker suffisamment de cubes pour qu'eux puissent les utiliser comme ils l'auraient voulu. Et donc du coup, l'ergonome est allé questionner, le corps enseignant, qui en fait a bien précisé que c'était un frein à l'achat, parce qu'il fallait avoir la place de stocker autant de cubes, ou alors de faire une classe entièrement, formée de ces cubes-là. Mais ce qui est intéressant aussi avec l'ergonomie et les tests utilisateurs, c'est qu'on peut aussi relever des points positifs auxquels on n'avait pas pensé auparavant. Par exemple, les enfants, ils ont commencé à utiliser ces cubes pour, faire le cheval, pour jouer à cache-cache. Ils ont commencé à jouer avec, et c'est pas forcément une fonction qui avait qui permettait l'assemblage. Les enfants ayant l'habitude d'utiliser, cette marque-là, en fait, ont tout de suite compris comment est-ce que les produits fonctionnaient, et tout de suite, il y a eu une adaptation, une bonne affordance, liée aux produits. Donc ça, c'est des choses, voilà, que forcément on n'y a pas forcément pensé, mais que les tests permettent d'ancrer, et surtout de voir, l'efficacité ou non. Et donc du coup, bon, bah, pour clore un peu cette présentation très rapide de, l'ergonomie et la conception, et surtout dans la modularité, j'ai souhaité préciser que donc, en tant qu'ergonome, je peux être présente pour vous accompagner, pour anticiper et pour participer aux évolutions du produit, que ce que je vous ai présenté, c'est pas forcément exclusif à tout ce que je peux faire, mais qu'on intervient, d'une manière générale dans la conception et l'amélioration des produits et des services. En l'occurrence, dans la modularité, comme vous l'a présenté Léa, la modularité en soi, c'est l'identification de groupes fonctionnels semblables et leur transformation en système autonome in interdépendant appelé module. Et donc l'ergonomie, il joue totalement un rôle là-dedans, parce qu'il va permettre très facilement, d'identifier ces groupes fonctionnels, mais aussi de savoir les transformer. En analysant les usages du produit, on va pouvoir prendre en compte aussi tout un tas de critères, ergonomiques, et en faciliter, l'utilisabilité.